souvent, donc tu disais qu'on arrive dans un camp de concentration numérique. Mais en fait, c'est fatal. Parce que, notamment, il y a Stefano Boni, un auteur que j'utilise pour ma conférence, hein, donc c'est vrai que j'ai le livre, et surtout Jacques Ellul. Ils ont bien démontré que, en fait, au départ, la technique est créée par l'homme, mais comme la technique est un processus qui rationalise tout, en fait, la technique après, eh bien, c'est elle qui s'impose aux hommes. Elle se développe elle-même. L'homme n'est plus qu'un rouage dans le monde technologique. Et donc, il dit, au départ, l'homme construit la technique, mais à la fin, c'est la technique qui le domine. Alors, ce n'est pas comme une domination, comme on croyait dans les années 50, des robots qui vont soit nous exterminer, soit nous esclavagiser. Ce n'est pas des machines, mais on est pris dans des processus technologiques dont on ne peut pas se défaire parce que justement, la technologie, c'est rationnel. C'est ça qui se passe. Et comme tu disais, j'en termine juste là, comme tu disais, comme la technique doit être rationnelle, elle doit tout gérer. Et donc, il lui faut des informations. Car qui dit gestion dit information. Et c'est pour ça que la technique espionne en permanence. Et il y a un livre absolument génial qui a été écrit par Zsuzsanna Zuboff, qui s'appelle L'âge du capitalisme de surveillance, que je lisais en Écosse quand j'étais arrêté, hein, et que j'ai lu. Alors, il est très épais. C'est un livre, l'auteur est politiquement correct, mais elle analyse parfaitement, elle dit bien, le capitalisme de surveillance, c'est en fait c'est Google. Google exploite des données que nous laissons, mais c'est pas à cause d'une perversion, même s'il peut y avoir des pervers, c'est parce que c'est la technique qui impose ça. Il faut des données pour rationaliser. Et donc, on est dans un camp de concentration numérique. On est dans une prison numérique. C'est fatal. Et pour compléter ce point de vue, est-ce que tu ne penses pas que, comme le capitalisme est l'expression quand même d'un blocage matérialiste d'une personne quand elle crée le capitalisme, une forme de capitalisme, la technologie est aussi l'expression d'une forme de blocage matérialiste et que, au départ, ça n'a pas tant d'impact que ça, mais que, en fait, normalement, le capitalisme, comme la technologie, n'est pas une fin en soi, mais que finalement, l'homme en devient prisonnier et court après sa création au lieu, si tu veux, en devient prisonnier, alors que normalement, ça devrait le servir. Bien sûr, je pense que ça, c'est la vision matérialiste de l'homme. La vision matérialiste de l'homme, qu'est-ce que c'est cette vision matérialiste? C'est en gros, vous êtes sorti du néant quand un spermatozoïde a rencontré un ovule, et vous rentrerez dans le néant quand votre cerveau s'arrêtera de fonctionner. La vie n'a pas de sens. Elle vient du néant, elle revient dans le néant. À partir de là, ben, qu'est-ce que voulez-vous dire? Ben, vous voulez vous dire, ben, écoutez, moi, les quelques années, les quelques dizaines d'années qu'on me donne de vie, je vais les passer le mieux possible. Et donc, vous allez rechercher les satisfactions matérielles. C'est fatal. C'est fatal. Et moi, je comprends. Si j'étais pas spiritualiste, je rechercherais le maximum de satisfaction matérielle pour le minimum d'ennui. Et d'ailleurs, je serais transhumaniste à 200%. Puisque dans la vision matérialiste, il n'y a rien de plus absurde que la maladie et la mort. Donc il faut vaincre tout cela. Donc il faut tripoter la génétique et il faut peut-être même à la fin imprimer notre conscience sur un ordinateur. Et donc je réponds à ta question, en effet, à ce moment-là, ces choses qui devraient nous servir, ces choses matérielles qui deviennent nous servir, qui devraient seulement être des intermédiaires, deviennent des fins en soi. Voilà. Et Oui, pour moi, c'est fatal. les plus malins dans cette histoire, dans cette espèce de production superficielle qui est une espèce d'arnaque, le capitalisme ou la technologie, parce que il y a quand même, faut se rappeler qu'on a une profondeur avec la mythologie grecque qui nous explique les pièges de tout ça. Il y a le mythe de la caverne, hein, creusé dans le mauvais sens. Il y a le mythe de Prométhée, qui est puni par Zeus parce que il a péché en donnant le feu sacré à des gens qui étaient imparfaits, qui se sont massacrés après avec. Il y a le mythe d'Icare, qui essaye de se rapprocher du soleil, mais avec l'artifice de la science. Je veux dire, on a une profondeur avec la mythologie grecque qui nous permet d'échapper à ces pièges, si tu veux, contemporains, de l'illusion du culte technologique, qui est le nouveau veau d'or, tu sais, avec l'intelligence artificielle, le puçage, avec toutes ces choses, le trafic de l'ADN aussi, on n'en a pas parlé de ça, mais ils vont jusqu'à trafiquer l'ADN aujourd'hui. Euh, C'est le projet transhumaniste. Hein. on a la profondeur chrétienne avec ce qu'a produit l'Église catholique avec les 7 péchés capitaux. Euh,
On a même les 10 commandements, quelque part. Il y a quelque chose d'intéressant pour avoir une tenue collective morale et quelque chose de cohérent. Et tout ça est en train de voler en éclats au profit de quelque chose qui, je sais pas, tu te rends compte que toi qui es en procès alors que tu n'as jamais appelé à la haine ou que tu n'as jamais été un délinquant, tu n'as jamais fait preuve de, t'as jamais été condamné pour violence envers autrui, il me semble. Bon, Jamais, non. bon, quand tu regardes les gens qui te disent crimes contre l'humanité, crimes de guerre, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, il y en a eu contre les Allemands hein, après la guerre. Tu n'as regardé les Même camps pendant, hein, même pendant, oui. pendant, mais après, surtout le nombre de prisonniers qui ont été tués et qui ont été maintenus dans des conditions. Ça c'est pas chrétien parce que ça s'appelle de la vengeance, de la haine, de l'humiliation, de la torture. Mais aujourd'hui, de manière contemporaine, toutes ces règles sont enfreintes. Et tu as la mafia américaine et la mafia juive qui font ce qu'ils veulent. Ils volent, ils copient, ils trichent, ils tuent, et personne ne dit rien. On est dans un monde absurde parce que les gens se cachent derrière des grands mots, des règles qu'ils ne respectent même pas, et ça se voit en plein jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une société qui ne fonde pas son établissement sur la morale et des principes est des civilisations qui ne sont pas fondées sur la morale et des principes sont condamnées à s'effondrer. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, bah on le voit devant nous. On est en train de voir un effondrement. Alors, l'effondrement, attention, hein, c'est ce que je dis souvent, il faut lire le livre de Tainter sur l'effondrement des sociétés complexes. On s'imagine toujours un effondrement à la Mad Max, rapide, violent, mais pas du tout. Il y a des sociétés qui s'effondrent lentement, qui se dissolvent. Et nous, on est dans un processus de dissolution de la société euh, par l'ouverture des frontières, par l'immigration de masse, par aussi, hélas, une fécondité qui est très faible chez les Blancs. Hein. Donc ça, et Jean-Marie Le Pen l'avait dit dans Les Français d'abord dès 1984, il avait dit que si on ne redressait pas notre fécondité, euh, eh Et, ben, on était condamné à être submergé. Et et donc, oui, il y a un effondrement. Et c'est truqué parce que c'est truqué par les vaccinations dont on pense qu'il y a des trucs bizarres dedans qui sont faits pour détruire la fertilité. Hein. Je veux dire, le taux de fécondité des blancs, il est ciblé scientifiquement pour qu'il soit dégradé, hein, à mon avis. Hein. Je veux pas. Alors, moi, je ne sais pas, encore une fois, là, je n'ai pas étudié le truc parce que je ne peux pas tout étudier, hélas, mais ce que je sais, c'est de toute façon, depuis, si on regarde les statistiques, depuis 1815, il y avait une chute de la fécondité, oui, de la natalité, qui était, alors, que l'on expliquait d'abord par l'exode rural, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait vraiment une volonté de faire de moins en moins d'enfants Est-ce que parce qu'on voulait jouir matériellement. est-ce que c'est pas Hein. l'arrivée des vaccinations, justement? Si tu parles Alors, de. les vaccinations sont arrivées après. Alors après, ça peut renforcer le phénomène. Ça peut renforcer le phénomène. C'est plurifactoriel. Il faut se méfier quand on veut, quand on prétend trouver une raison, de dire c'est la raison de. Non, c'est plurifactoriel. Bon, moi je connais pas le dossier des vaccinations, mais aucun de mes enfants n'était vacciné. Je ne suis pas vacciné. Bon, la dernière vaccination que j'ai eue, c'était au service militaire. Après, je suis vacciné de rien. De toute façon, j'ai même pas de carte vitale. Mais donc, j'en parle à mon aise. Hein. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour ces vaccinations modernes. Je n'ai pas le temps de m'intéresser au dossier ou assez peu. Euh, mais voilà, je pense que de toute façon, ce qui m'a toujours gêné dans la vaccination, c'est que ça dispense de l'effort. C'est-à-dire que normalement, vous voyez, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir une vie saine pour éviter les maladies. Or, la vaccination, c'est l'intrusion de la technoscience chez nous, dans notre corps. On dit non, non, mais c'est bon, on va vous éviter les maladies. Vous pouvez vivre comme vous voulez, on va vous éviter les maladies. Moi, mes enfants ont fait les oreillons, la coqueluche. Alors oui, c'est lourd pour les parents, il faut les veiller, surtout pour la coqueluche, hein, puisque la respiration est difficile. Ils ont tendance à vomir quand ils respirent, donc il faut être là, il faut être à côté d'eux, il faut les veiller, comme on dit dans le temps. Hein, il faut être la nuit à dormir dans leur chambre, être là toujours. J'ai vécu ça avec mon épouse, mais ça fait des enfants après qui sont relativement sains. Ouais, Euh, leur système immunitaire et est plus fort. comment? Leur système immunitaire est plus fort. Ah oui, moi je l'ai vu avec mes enfants, hein. Très rarement malade, très rarement malade. Je veux dire, personnellement, alors après, moi je dis pas qu'on ne peut pas après avoir une maladie autre de dégénérescence due à d'autres facteurs, mais
je vois que quand on a une vie saine, qu'on essaie de se nourrir sainement, comme mes enfants, grâce à mon épouse qui était très vigilante là-dessus, sans être d'ailleurs tyrannique, mais on a fait des enfants très sains. Et je vois, pour ma part aussi, je veux dire, bon, j'ai des pathologies dues à sûrement d'ailleurs à de la génétique, hein. On est migraineux dans la famille. Moi, j'ai des migraines, mais bon, mais sinon, j'ai pas je prends jamais de médicaments. Et c'est pour ça que la vaccination, j'en parle d'autant plus à mon aise, que j'ai été contre bien avant l'histoire de la Covid-19, etc. Et contre pour des raisons, voilà, de dire c'est la technoscience qui nous rend feignants. Vivez comme vous voulez, la science va trouver des solutions. Oui. Et ça me fait penser que quand on parle du problème de natalité, de fécondité, on peut voir aussi un lien avec le recul de la paysannerie, où les gens faisaient des enfants parce qu'ils avaient besoin de bras aussi pour travailler, Bien et sûr. la transformation d'un monde d'avant vers un monde plus facilité par les technologies, où on n'a pas tant besoin de faire tant de gamins que ça pour apporter pour solidifier la famille, quoi, on va dire au point de vue financier. Bien sûr. Ah bah, même au contraire, les enfants devenaient une charge. Chez les couples bourgeois, les enfants étaient une charge. Parce que de toute façon, il était rare que l'enfant reprenne les affaires du père, ça pouvait arriver, mais les enfants étaient vus comme une charge. Alors que dans les faits, dans les familles paysannes, les enfants étaient vus comme des bras supplémentaires. Alors, que ce soit bon ou pas, il y avait sûrement des abus. C'est pareil, toute situation a des abus. Mais encore une fois, moi, je ne dis pas que les gens n'ont plus fait d'enfants parce qu'ils devenaient des pervers. Il y a des logiques sociales. Il y a des logiques sociales qui sont là. Et quand vous alliez à la ville pour trouver du travail, que vous aviez beaucoup de mal à vous loger, bon, au début, bah, tout le monde vivait dans une même pièce. J'ai lu un livre très intéressant en 2 tomes qui s'appelle La condition des ouvriers, une enquête qui avait été commandée par Napoléon III. Sur la condition des ouvriers. La personne avait mis 2 ans à faire son enquête, hein. Ce n'était pas des enquêteurs superficiels. Il avait fait le tour de France. Et on voyait à quel point ben, des couples d'ouvriers étaient dans la misère et ne pouvaient pas avoir beaucoup d'enfants. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on appellera le malthusianisme, la contraception, avant la lettre, avant la loi Neuwirth, hein, l'avortement criminel, comme on l'appelait à l'époque, c'est pas venu parce que les gens étaient pervers. C'est venu parce il y a des dynamiques sociales qui s'additionnent à une vision matérialiste de l'homme, qui font que, bon, bah, après tout, pourquoi pas, on peut, on peut, on peut avorter, puisque de toute façon, l'homme n'est qu'une machine, hein. Voilà, donc tout ça, ce sont des dynamiques sociales. Et c'est ce que d'ailleurs, je vais essayer de démontrer en, en hiérarchisant et en faisant une fresque chronologique dans ma grande conférence que j'espère mettre en ligne avant la fin septembre, puisque je ne sais pas moi après ce qui va se passer pour moi une fois que je serai passé devant le juge d'application des peines. Tu risques combien? Ben, je ne sais pas. En fait, alors donc je vous dis, hein, enfin, je te dis, je dois avoir 11 mois de prison ferme non aménageable, mais je pense que j'en ai déjà fait 5 mois, donc il reste 6 mois. Et puis je dois avoir 1 an de prison en semi-liberté, c'est-à-dire qu'on dort en prison et le jour on est à l'extérieur, et je dois avoir 2 ans de bracelet électronique. Donc, et on aura un jugement avec Jérôme Bourbon le 22 septembre, je crois, où là, à mon avis, moi j'aurai 1 an de prison ferme à nouveau. La seule question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que ce sera aménageable ou pas. Et j'ai 2 procès en appel pour lesquels je crois que j'ai été aussi condamné à 1 an de prison, qui sont en appel. C'est-à-dire pour l'instant, Et les, sur la les base de condamnations ne sont pas définitives, mais bon. sur Oui, sur quel fondement, sur quel propos que tu as tenu en particulier? c'est un mélange maintenant. C'est négation de crimes contre l'humanité, contestation de crimes de guerre, appel à la haine. Et le problème, vous voyez, ce que j'ai expliqué, c'est que dans le temps, quand la loi sur la presse a été votée, au départ, la provocation devait être directe. C'est-à-dire qu'il fallait provoquer clairement, avoir l'intention de provoquer à la haine ou au meurtre. C'est-à-dire, par exemple, il fallait dire allez saccager telle loge maçonnique, telle église, telle synagogue. Euh, Tel abbé est un pervers. Il faut aller le rosser. L'abbé X ou la famille juive Y, ce sont des mafieux. Il faut leur apprendre. Ça, c'était de la provocation directe. Et là, c'était condamnable. Mais si, par exemple, vous vous contentiez d'émettre des opinions sur un groupe quelconque,
les prêtres sont des voleurs, les juifs sont des mafieux, voilà, je veux dire, voilà, les Anglais sont des assassins. Eh bien, ça, c'était considéré comme des opinions. C'était une opinion générale, c'était ce qu'on appelait un délit d'opinion, mais le délit d'opinion n'était pas réprimandé, n'était pas réprimé. C'est-à-dire qu'on avait le droit d'avoir des opinions, même très violentes. Et c'est pour ça que j'ai montré, hein, on représentait les juifs avec des doigts crochus et ensanglantés, on représentait les prêtres qui étaient pendus. C'était considéré comme des cris de guerre. C'était considéré comme des cris de guerre. C'était des délits d'opinion. Or, la loi de 1972, la loi antiraciste, n'a parlé que de provocation. C'est-à-dire que là, c'est le juge qui décide souverainement si le texte qui lui est soumis peut provoquer à la haine. C'est-à-dire qu'il ne demande plus à la personne qui est accusée d'avoir utilisé ce texte, mais est-ce que vous voulez provoquer? Non, 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 non. Il dit, vous avez écrit ce que vous avez écrit, moi, juge, j'estime que par le ton employé, par les mots employés, ça peut susciter la haine chez les gens. Et en 2015, j'ai été condamné en première instance à 2 ans de prison ferme, mais ils étaient allés au-delà de la loi, les juges, donc en appel, ça a été remis à 1 an. Mais j'ai été condamné à 1 an pour avoir exposé des thèses révisionnistes, et les juges ont dit que mes thèses pouvaient influencer une partie fragile de la population au point de lui faire commettre des actes racistes ou antisémites. C'est-à-dire qu'on dit bien, non, non, mais Renoir, on ne sait pas ce que vous voulez en disant ça, en disant que les chambres à gaz n'ont pas existé, on ne sait pas trop ce que vous voulez, mais vous voyez, ce que vous avez écrit là, enfin ce que vous avez exposé dans une vidéo, ça peut, ça peut pousser une partie fragile de la population à commettre des actes. Donc on vous condamne. Alors que tu vois le film qu'ils avaient fait à l'époque contre Jean-Marie Le Pen, là, qui était joué par Jean-Marc Thibault, tu sais où ça se finit, où le mec, celui qui joue dans le taxi, lui saute dessus avec une bombe. Tu vois, ça rentrerait totalement sous le coup de la citation à la haine et Bien sûr, de ce que vient dire le juge. Mais par contre, le gars sera Nasri. Voilà. jamais. Ah ben non, il y a des bonnes incitations et des mauvaises. Voilà, Je rappelle qu'une fois que j'ai été révoqué d'éducation nationale, en 1997, dans les mois qui ont suivi, il y a un film qui est paru, qui s'appelait Terminal. Et ce sont des élèves qui vont assassiner un professeur qu'ils découvrent être nazi et négationniste, comme ils disaient à l'époque. Si ce n'était pas un film où alors l'acteur c'était Jean Terrien, je crois, enfin où le professeur s'appelait Jean Terrien, qui était bon, enfin c'était Vincent Renoir. C'était un film et à la fin, la morale du film s'affiche à l'écran, c'est marqué le pire avec les salauds, c'est qu'ils vous poussent à tuer. Donc c'est en fait, il est assassiné, mais c'est lui le salaud. Et c'est lui le salaud parce vous l'avez. Donc c'était vraiment l'appel à la haine, l'appel au meurtre du prof. Quelques mois après que j'ai été révoqué, le même profil. Donc, voilà. Mais ça, c'est pas un appel à la haine. cet antifascisme institutionnel, ça me fait penser au conflit au père. Parce que quand tu regardes Pétain, c'est travail, famille, patrie, il vire les lobbies, la judéo-maçonnerie, et tu as l'impression qu'en fait, même si c'est pas un père parfait, dès que tu as une figure virile, tu as tout un tas de gens complexés ou qui ont trinqué, qui, à l'inverse du Christ et de son parcours d'émancipation par la droiture, la maturité, tu as tout un tas de gens qui veulent assassiner la figure virile ou faussement virile pour tirer la maille, pour le dire de manière vulgaire. Et l'impression que l'histoire de France, avec la Révolution française, au travers des 2 guerres mondiales et puis après mai 68, c'est vraiment une société qui est tournée dans l'antifascisme, dans la symbolique, contre le père et la virilité du père, même si c'est une fausse virilité, qu'elle est ambiguë. C'est pas une capacité collective de s'extraire de ce pouvoir par la droiture et la maturité, c'est une extraction voyoucrate de cette réalité de force. Est-ce que tu vois ça comme ça? Ah ben oui, je veux dire, il est évident que mai 68, par exemple, si on veut repartir du plus près, c'est vraiment la révolte contre le père. C'est la révolte des filles et des fils contre le père. C'est vraiment ça. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, qu'est-ce que fait mai 68? Mai 68 vire De Gaulle. Parce que justement, De Gaulle, il a été du côté des anti-nazis, mais De Gaulle était encore, pour eux, c'était encore la figure du père, du sauveur de la patrie, qu'on n'y croit pas, c'est pas ça, mais le sauveur de la patrie, c'est encore l'homme, par exemple, qui dit
il n'y aura jamais de ministre musulman arabe. Je veux dire, les Arabes ne sont pas des Français. Hein, ça a été tous ces propos qui ont été qui ont été repris dans un livre d'un de ses confidents. Donc De Gaulle c'était encore la figure du père, le sauveur de la patrie. Eh bien, 1068 le vire. Je veux dire, il est Et, victime, il est mangé par sa propre révolution à lui. et Et donc tout ça, ce sont des révoltes contre le père, bien sûr. il faut préciser un truc, ce sont des révoltes biaisées parce qu'en réalité, le fond de tableau de cette immaturité contre le père se retrouve dans la pédocriminalité qui va avec en bout de tableau quand ils arrivent, eux, au pouvoir. C'est-à-dire Ah ben, que de toute façon, oui, que ce soit des révolutions biaisées, c'est évident. C'est évident. De toute façon, c'est une révolte contre l'ordre naturel. Donc, à partir du moment, ça va générer que des catastrophes. c'est une révolte qui ne résout pas les injustices du père, mais qui s'enfonce dans une aliénation de puérilité et dont la non-résolution dont je parle au point de vue émancipatif se caractérise par la prédation d'enfants. Ensuite, parce que la caractéristique de mai 68, c'est la pédocriminalité. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, pour moi, la tête de l'État avec Macron, Brigitte Macron, on a affaire à des réseaux très liés à la pédocriminalité et que ces gens sont des usurpateurs en prétendant gérer l'éducation nationale. Ils ont un discours très habile pour manipuler les masses en prétendant gérer les enfants, alors que ce sont des prédateurs d'enfants. Tu vois, c'est ça Mhm. le paradoxe de notre société. Bon, après, Bah, de toute façon, notre société est celle des contradictions. Et c'est celle des contradictions d'autant plus subtiles que des mêmes mots peuvent signifier des situations complètement opposées. Par exemple, hein, je vais pas parler de, par exemple, être détaché des choses. Être détaché des choses matérielles. Qu'est-ce que peut vouloir dire? Ben, ça peut vouloir dire, eh bien, je me contente de ce que j'ai. Le matériel, c'est seulement là pour m'aider. Les choses que j'ai me contentent. Donc, je les laisse à leur place. Ce sont des outils. Je les laisse à leur place et je ne vais pas consommer plus. Mais être détaché des choses, ça peut aussi vouloir dire, eh bien, dès que j'ai une chose, au bout d'un moment, je m'en lasse. Je m'en détache. Et donc, je vais l'acheter pour en acheter une autre. C'est-à-dire que le détachement des choses peut donner deux comportements complètement opposés. Le comportement de celui qui est satisfait de ce qu'il a. Je suis détaché du matériel, moi. Donc, je ne consomme pas. Ça me suffit. J'ai quelques vêtements, quelques outils, ça me suffit. Ou ça peut provoquer un achat compulsif. Je suis détaché des choses que j'ai parce qu'elles me lassent. Donc, je m'en détache, je les jette et j'achète du nouveau. Et pourtant, c'est le même, au départ, c'est le même mot. On est détaché des choses. C'est comme vivre dans l'instant présent. Il y a celui qui vit il y a le sage qui vit dans l'instant présent parce que pour lui, il ne doit s'inquiéter ni du passé ni du futur. Et donc, il est au centre de la roue, comme on dit. Il est la sagesse, il n'agit pas, il est au centre de la roue. Et donc, c'est un comportement qui est absolument positif. Il peut donner des conseils aux gens, etc. Et puis, il y a celui qui dit, je vis dans l'instant présent, sous-entendu, je m'éclate. Je m'éclate et après moi le déluge. Et donc, deux mêmes mots, deux comportements complètement opposés. Et je pense qu'on vit dans une société qui a des grands mots, mais qui donne toujours et les comportements négatifs. et Oui. je rebondis sur ce qu'on disait en aparté tout à l'heure, c'est que cette espèce de mentalité de jouisseur, tu sais, de dire on n'a qu'une vie, il faut en profiter le plus possible, sachant qu'il n'y a rien derrière ou quoi que cette espèce de nihilisme. Moi, je trouve que ça renvoie beaucoup, ce que je disais tout à l'heure, et je suis content que tu aies quand même assez convergé sur mon analyse, ça va quand même avec cette superficialité du monde nordique qui a succédé à cette économie chrétienne catholique, on va dire européenne continentale. Cette économie s'est déportée vers un monde libéral de technosatanisme qui est fondé par le nihilisme et le défaitisme qu'on retrouve dans ce que je te disais, la mythologie nordique. Et pour moi, c'est opposé au positivisme gréco-romain, qui lui a pourri et auquel a succédé cette espèce de négativisme qui a imposé son économie. Et ce que les gens me disent, oui, ça n'existe pas le pessimisme et le négativisme nordique. Mais je disais tout à l'heure, chez les Nordiques, la défaite est inévitable. Ça veut dire que dans leur rapport au monde, ils finissent par la défaite, dans un Ragnarok qui est une espèce de chaos final. Et quand tu regardes l'expression
économique des anglo-saxons, ça se finit toujours par des guerres de masse et ça se finit toujours par un truc bidon, quoi. La guerre en Irak, la guerre en Iran. C'est toujours le catharsis d'un échec économique déporté ailleurs. Tu vois, on retrouve ces racines païennes et ce défaitisme nordique. Et pour moi, c'est exploité dans la puérilité par le bout de tableau non émancipé que représente le talmudo-sionisme. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais tout à l'heure, tu convergeais un peu là-dessus. Ça me fait plaisir parce qu'il y a peu de gens en fait qui valident ça. Ben, je pense que le pessimisme nordique, alors c'est vrai que ça se termine dans un Ragnarok, hein, je pense que le pessimisme nordique, encore une fois, il peut être vécu de deux façons complètement opposées. Il peut être vécu en disant, nous allons à la défaite parce que le monde est cyclique, ça doit toujours passer par des morts et des renaissances, mais il n'empêche que jusqu'au bout, on doit se comporter comme des hommes, c'est-à-dire avec moralité, même si le combat se solde par une défaite, parce que l'important n'est pas la victoire ou la défaite, mais l'important c'est le combat pour rester droit, pour rester un homme dans la droiture. Voilà, donc et on retrouve ça un peu dans l'hindouisme, quand Krishna dit à Arjuna, le chevalier Arjuna, tu dois combattre. L'important, c'est pas pour toi la victoire ou la défaite, tu dois combattre. On retrouve un peu ce. Alors, naturellement, Arjuna espère la victoire par rapport à des gens qui disent on va vers la défaite. Mais il n'empêche que c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on dit voilà, on va vers la défaite, mais le résultat n'est pas important. C'est un On peu doit combattre. on trouve ça chez Adolf Hitler. Voilà, c'est jusqu'au bout. On combat jusqu'au bout. Et souvent, moi, quand on me pose la question, on me dit, mais est-ce que vous croyez que... Moi, je ne crois pas du tout. Pour moi, notre civilisation va vers l'effondrement. Mais ça ne change rien qu'on doit combattre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux dire, après, je me trompe peut-être qu'il y a un renouveau de cette civilisation, mais pour moi, elle va disparaître et il y aura des petites communautés qui vont survivre et qui vont bourgeonner pour donner quelque chose de nouveau. Mais je me trompe peu, hein, mais je me dis, quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut combattre. Et je pense que je suis l'exemple de celui qui combat. Je veux dire, voilà. Et alors ça, c'est la première façon de vivre je dirais, le pessimisme nordique. Et la deuxième façon, justement, c'est de dire après moi le déluge. Donc, comme on fait quelque chose, on sait qu'on va dans le mur, mais c'est pas grave. De toute façon, peu importe. L'important, c'est de jouir ici et maintenant, peu importe si on va dans le mur. Et c'est un peu cette philosophie moderne. Eh ben, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que dans le monde nordique, il y a des différences entre le principe d'Odin qu'on peut retrouver quelque part dans ce que tu dis, la volte-face de se battre jusqu'au bout, et ce que fait Odin, qu'on retrouve un peu chez les Allemands, parce que quelque part, ils ont été seuls contre tous et ils ont dit au diable, on va Hmm. essayer, et puis on se sera battu jusqu'à la fin. Par contre, on ne retrouve pas ça chez les anglo-saxons qui sont plus dans le principe que tu indiques, c'est-à-dire le darwinisme, le malthusianisme et cette espèce d'aspect obscène de vouloir accélérer la décadence, tu sais, d'en rajouter une couche pour que ça aille plus vite dans la chute. J'ai toujours trouvé que en Angleterre notamment, on avait des profils de gens qui avaient un peu le côté Loki malsain de vouloir accélérer la chute et d'être un peu des terrorismes qui accélèrent le problème. Et on retrouve ça chez les talmudo-sionistes également. C'est pour ça qu'ils Je sont... pense que, oui, moi je pense que c'est un peu l'image satanique de Satan qui sait qu'il va à la perte, mais il y va quand même. Il y va quand même parce qu'il est prisonnier de ses propres schémas. Et ce sont des gens qui sont prisonniers de leur propre schéma. C'est-à-dire qu'ils se disent, de toute façon, il faut faire ça, et si ça se termine en une catastrophe, c'est que le monde mérite la catastrophe. Et Il donc, y a ce sont des des gens, en adeptes, effet, qui vont jusqu'au bout. il y a des adeptes de la catastrophe. Il y a des gens, ils attendent ça. Ils veulent le Ben, déclencher. moi, personnellement, je peux dire que je l'attends parce que pour moi, c'est le renouveau. Mais tout dépend, en fait, dans quel esprit on l'attend. Mais Est-ce toi, qu'on l'attend pour jouir de la catastrophe ou est-ce qu'on attend parce qu'on attend un renouveau? Là, encore une fois, il y a le même mot, mais des esprits qui sont complètement différents. tu n'es pas en constat d'échec et dans le côté malsain de jouir, si tu veux, de C'est voir ça. planter. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Et c'est la difficulté de ne pas pouvoir les identifier qui fait que les gens se font totalement détourner au point de vue politique. Ah bah oui, il y a de toute façon, oui, il y a un aveuglement général. C'est un peu le drame, hein. C'est quand il y a l'aveuglement, il y a un aveuglement général qui est en général assez volontaire, de gens qui, de toute façon, se disent, bon ben, perdu pour perdu, autant essayer
de tirer son épingle du jeu au maximum. Et Ouais. c'est un peu, je dirais, la philosophie du petit bourgeois. Le petit bourgeois, c'est bon, bah écoutez, tout va à volo, mais j'essaie de me conserver, je vais dans des quartiers protégés, j'ai des milices même de protection, voilà. Mais le monde va à volo et c'est comme ça, et voilà. Alors que la perfidie des élites et du grand patronat, c'est de savoir que leur modèle est une arnaque, mais de vouloir la chapeauter de sorte à ce qu'ils soient en haut de la pyramide et de maintenir les gens en bas, quoi. Moi, je crois que le capitalisme, c'est comme la technologie, il a ses propres lois et que même ceux qui le font marcher, en fait, ne sont plus que des rouages. Quand on voit, par exemple, les délocalisations, qu'est-ce que disent la plupart des patrons? Oui, mais si je délocalise pas, je serai plus compétitif, donc je meurs. Et donc, il y a une furie vers la délocalisation, vers les pays émergents je veux dire, où la main-d'œuvre est peu chère, mais parce qu'il va dire, mais oui, mais moi, si je le fais pas, ça marchera pas. Et donc, on arrive à des catastrophes comme le Rana Plaza en 2013, où le bâtiment s'effondre, etc. Mais ben, les capitalistes diront, oui, mais si on le fait pas, si on vend des pulls à 250 euros, eh ben, tous les pulls vendus à 50 euros ou à 40 euros, plus personne n'achètera mon pull ou une minorité, et je fais faillite. Moi, 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 Et je, je pense que les gens sont victimes de ce système, moi, je même pense au haut de la pyramide. moi, je pense que c'est l'expression de leur déshérence qui savent que ça part en vrille et que leur truc, c'est de se défausser sur les autres pour pas avoir à assumer les conséquences de leurs problèmes. Il y a peut-être de ça, je ne sais pas là exactement. C'est possible, hein, ton analyse est peut-être bonne. Mais de toute façon, je pense qu'après tout, oui, oui, quand on est dans un système, quand on voit qu'on est écrasé par un système, c'est-à-dire qu'on est sur un bateau, qu'on ne peut plus faire demi-tour, qu'on ne peut plus modifier la trajectoire, il est évident qu'on se dit, bon, ben, quand le bateau va couler, j'espère que les barques de sauvetage seront pour moi. Je veux dire, je pense qu'il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, c'est-à-dire que ce sont des gens, ils savent que ça va plus, mais comme ils ne maîtrisent pas les choses, ils disent, bon, ben, on essaie de se protéger au mieux. Je verrais ça comme ça. Je me trompe peut-être, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup chez eux de désespoir aussi. Ok. Alors, dernière chose, Vincent, tu as toujours eu des bons avocats avec toi? Bah, des fois, j'en ai pas eu, parce que le problème, c'est qu'arriver à mon niveau, avocat ou pas, ça change rien. Ouais. Je veux dire, quand vous avez, moi j'ai déjà 10 condamnations à mon actif, 10 condamnations définitives depuis 1991. Donc, ben, qu'est-ce que disent les juges? Avec raison, je ne peux pas leur en vouloir. Ça fait 30 ans que vous récidivez, monsieur Renoir. Donc, quelle peut être votre défense? De dire que vous ne connaissez pas la loi? De dire que vous allez arrêter? Non. Donc, comme mon avocat essaie de dire oui, mais monsieur Renoir, il ne peut pas dire monsieur Renoir ne savait pas, il ne peut pas dire monsieur Renoir s'excuse, et il ne peut pas dire monsieur Renoir va s'arrêter. Au contraire, quand on me dit mais vous violez la loi, je dis bien sûr, moi je viole la loi tant qu'on n'aura pas de débat. Voilà. Moi, je viole ostensiblement la loi tant qu'on n'a pas de débat. Et je rajoute, je ne demande aucune clémence du tribunal. Donc, à partir de là, qu'est-ce que peut faire un avocat? Pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que, bon avocat ou pas, j'ai même des fois eu pas d'avocat. J'ai eu des bons avocats, hein. Maître Delcroix est très bon, Maître Bonneau, je l'aime bien. Et il est bon aussi, hein, mais ça sert à rien pour moi. Ce sont des gens qui viennent spontanément, sans contrepartie financière, t'apporter leur soutien par conviction? Oui, Maître Delcroix, c'était un soutien par conviction. Il ne m'a jamais rien demandé. Maître Bonneau, je ne trahirai aucun secret en disant qu'il a beaucoup de difficultés financières parce que c'est un vrai militant qui se donne et bah, souvent il défend des gens qui ne peuvent pas le payer. Donc moi, bah, l'argent que je mets un peu de côté grâce à mes cours particuliers, parce que sinon j'ai une vie très 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 simple, et ben, l'argent que je mets de côté et qui me sert des fois pour acheter, je sais pas, n'importe quoi, pour entretenir mon vélo, et ben, quand il m'en demande une partie, je l'en donne. Voilà, il n'y a pas de secret, hein, je veux dire, mais voilà, Maître Bono, c'est un militant. Donc très souvent, il fait ça gratuitement. Et il a beaucoup de difficultés financières, je sais. Voilà, je ne trahis aucun secret. Donc, en gros, même si tu avais le meilleur des avocats qui avait les meilleurs des arguments, tu n'as pas affaire à une justice rationnelle, c'est une Ah ben justice qui non, t'a condamné d'avance. Donc, ce qui t'anime, c'est forcément, si tu veux, tu t'es inscrit dans une mission. Tu t'es dit, moi, ma vie, c'est ça, et je ne exactement. changerai pas de vie, quoi. Voilà, je le dis tout le temps.
quand on s'attaque à un tabou social, parce que ce à quoi je m'attaque, c'est un tabou. Il y a deux moments dans la vie. Le premier moment, c'est d'exposer pourquoi on s'attaque au tabou, de donner les arguments rationnels contre le tabou. Et la deuxième partie de la vie, c'est de subir la répression de plein fouet, parce que plus tard, ça crédibilisera le travail. Et donc là, arrivé à mon âge, 57 ans, j'arrive à un âge où je dois subir la répression de plein fouet. Voilà. En 2015, j'avais encore des choses à faire, donc j'ai fui. Là, ça fait longtemps que j'aurais pu fuir la France. Je veux dire, ça fait longtemps que j'aurais pu partir. Je ne suis pas parti parce que voilà, je subis la répression. Je subis la répression, et ça s'inscrit dans ma mission de la subir. Oui. Alors, la Providence a fait que, n'étant absolument pas matérialiste, j'ai toujours bien vécu en prison, que ce soit dans les prisons belges, françaises ou écossaises. Donc, je crains pas. Et est-ce que tu as atteint un détachement en te disant, je mets un coup de pied dans une fourmilière, mais ces fourmis-là, elles n'iront pas dans ma direction?